Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette conférence avec Yad Ben Achour dans le cadre du temps fort Travail, Dignité, Liberté, 8 ans après la révolution tunisienne, que nous avons organisé depuis hier et qui court jusqu'à demain à l'occasion de l'exposition Instant tunisien, archives de la Révolution, qui se trouve dans le Fort Saint-Jean. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous Yad Ben Achour, juriste, qui a joué un rôle important. C'est une grande famille, la famille des Ben Achour en Tunisie. Et d'ailleurs, sa sœur fait partie du collectif 12 Tourna avec qui on a monté l'exposition Instant tunisien. Et donc Yad Ben Achour avait explicitement montré son opposition pendant le régime de Ben Ali. Et c'est à ce titre, et de par sa grande expérience en tant que juriste et universitaire, qu'il a été nommé, désigné pour diriger la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique, juste après le départ de Ben Ali, afin de rédiger la nouvelle constitution, celle qui régit maintenant l'État tunisien. Une constitution importante puisqu'elle introduit plusieurs changements majeurs dans le fonctionnement du pays. Donc on avait envie de l'inviter pour qu'il puisse à la fois nous parler de son expérience en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur politique et personnalité importante en Tunisie. Il nous fait l'honneur d'être là, d'autant qu'il est aussi le premier invité de la chaire Averroès à l'IMERA, ici à Marseille. Donc il est à Marseille depuis septembre et jusqu'à fin juin, je crois, juillet. Et c'est aussi très important, il va ouvrir une chaire au Collège de France l'année prochaine avec un cours sur les révolutions arabes, dans la chaire sur la francophonie. Donc c'est plusieurs titres que nous sommes heureux de l'avoir. Donc il y aura cette première conférence suivie d'un entretien avec Thierry Brésillon, spécialiste de la Tunisie, bienvenue, qui est correspondant en Tunisie pour plusieurs médias, dont La Croix, Le Monde diplomatique, Orient 21 et aussi Middle East Eyes. Donc Thierry Brésillon qui était déjà venu d'ailleurs au MUSEM et donc qui va continuer le débat que va introduire Yad Ben Achour. Et ensuite, on vous laissera la parole pendant une demi-heure. Je vous rappelle qu'à 21h, nous avons un concert avec Vaipa, donc, qui est un rappeur tunisien qui a œuvré pendant la Révolution et qui va clôturer cette soirée. Et demain, rendez-vous ici aussi dans l'auditorium pour la projection du film Les Fleurs du Bitume, qui est un film qui appartient aux collections du MUSEM et donc qui sera précédé d'une intervention dans le hall par l'une des protagonistes. Donc vous avez tout le programme sur la feuille de salle qui est à la sortie de la salle. Et maintenant, je laisse place à Yad Ben Achour. Bon après-midi en compagnie de Yad Ben Achour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux de me retrouver au MUSEM, que je connaissais déjà, mais dans un autre cadre, comme visiteur, et de vous parler dans la conférence très courte que je vais faire, j'espère ne pas dépasser 30 minutes, pour laisser la place à l'entretien et ensuite à la discussion avec la salle, sur la révolution tunisienne, l'émergence de la citoyenneté. Vous voyez donc, c'est sous un angle assez particulier que je vais attaquer le problème de la révolution. Comme on vous l'a dit, j'ai participé d'une manière directe à cette histoire de la révolution en Tunisie, surtout au cours de l'année 2011, puisque j'ai assuré la présidence de ce qu'on appelle la haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, qui avait réuni tous les opposants et tous les partis d'opposition à l'ancien régime, à la dictature de Ben Ali. Je vous dirais entre parenthèses que personnellement, je n'ai jamais fait de politique politicienne, disons, je n'ai jamais fait adhérer à un parti politique, ni fait de l'activité politique à proprement parler. J'ai suivi l'opposition de ma position de professeur universitaire, juriste surtout, convaincu qu'un juriste ne pouvait jamais
collaborer avec un régime dictatorial, et je l'ai manifesté au cours de ma carrière dans des prises d'opposition qui n'étaient pas du militantisme pur, mais qui étaient à l'époque des prises d'opposition du côté de l'opposition, en tout cas, par mes écrits dans leurs journaux, par mes interventions, par ma démission du Conseil constitutionnel, etc., etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, donc, après la Révolution, dès le 15 janvier, le lendemain du départ de Ben Ali, à la tête de cette commission qui s'appelait à l'époque la commission de réforme politique, parce qu'à l'époque, au début, on pensait qu'on allait nettoyer la Constitution ancienne, la Constitution de 59, réparer le système législatif, le débarrasser de toutes les dispositions qui y ont été introduites pour soutenir la dictature, car les dictateurs ne gouvernent pas uniquement par la force et par la violence, mais gouvernent également par le droit, et ne vous inquiétez pas, ils trouveront toujours assez de juristes pour les soutenir. La France a connu cette situation au cours de la Première Guerre mondiale, et beaucoup de juristes français ont suivi le régime de l'État français, et donc c'est pour vous dire qu'une dictature ne gouverne pas uniquement par la violence brutale, mais également par le droit. Bref, je me suis retrouvé à la tête de cette instance de la Révolution, et nous avons préparé le cadre pour le travail de la future Assemblée nationale constituante, qui est devenue l'objet d'une demande populaire, d'une demande démocratique populaire. Et donc, la commission de réforme politique a été écartée, elle a été remplacée par l'instance de réalisation des objectifs de la Révolution. Il y a là, dans cette salle, certains membres de la haute instance de la Révolution, et nous avons travaillé pour préparer le cadre. Et personnellement, j'ai tenu à ce qu'on finisse le travail de cette instance de la Révolution avant que l'Assemblée nationale constituante commence son propre travail. Et Sophie Bessis se rappelle peut-être que certains collègues avaient fait pression sur moi pour que je maintienne la haute instance en état d'activité. Je l'ai refusé, ça je peux dire que c'est une décision personnelle dont je suis responsable, parce que je ne voyais pas comment on pouvait être assez fou pour maintenir une assemblée de préparation, une assemblée transitoire qui devait préparer le cadre pour une Assemblée nationale constituante, qui n'était même pas élue d'ailleurs, qui n'était même pas élue. Comment on pouvait la maintenir alors que nous avions une Assemblée nationale constituante élue au suffrage universel, disputée, pluraliste, par le peuple, etc., etc. C'était une folie. De toute manière, l'Assemblée nationale constituante, si on s'était maintenu, nous aurait rayé d'un coup de plume, et elle avait tout le pouvoir juridique pour le faire. Ce n'est pas de cela que je voulais vous parler, c'est juste pour introduire un peu le débat. Et ce débat sur l'émergence de la citoyenneté, puisque c'est de là qu'il s'agit, je vais le résumer autour de 3 points fondamentaux. Tout d'abord, le problème de la révolution lui-même, car on se dispute encore aujourd'hui entre amis de la révolution et ennemis de la révolution. Ceux qui n'aiment pas la révolution ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu vraiment une révolution. Donc ils disent la révolution confisquée, la révolution volée, il n'y a pas eu de révolution, c'est une simple révolte, les anciens sont toujours là, etc., etc. Donc, si vous voulez, mon premier souci, c'est de dire quand peut-on affirmer qu'une révolution a eu lieu dans un pays quelconque. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde arabe, nous continuons à assister au rebondissement de ce cycle de révolution qui a été inauguré depuis 1964 au Soudan. Le Soudan a une histoire dans cette affaire des révolutions, puis qui a été repris dans les années 2010-2011 avec le cycle, disons, tunisien, entre guillemets, malgré ses réussites et ses échecs, et puis qui a rebondi maintenant avec la révolution, on peut le dire, en Algérie et au Soudan. Moi, je crois que pour savoir ce qu'est une révolution, d'abord, il ne faut pas prendre un modèle préconçu.
Et si on prend un modèle comme celui de la Révolution française, on va se heurter à un mur, parce que la Révolution française est très très spécifique à la France. C'est une révolution dont les historiens discutent encore la fin. Si on est à peu près d'accord sur le début pour le situer en 89, les grands historiens de la Révolution française continuent aujourd'hui encore à discuter le point de savoir quand est-ce qu'elle se termine. Est-ce avec le 18 Brumaire? Est-ce avec la chute de Robespierre? Est-ce avec l'installation du Premier Empire, etc., etc. Donc, il ne faut pas partir d'un modèle préconçu. D'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit sur la Révolution, j'ai écrit une introduction qui s'appelle « Qu'est-ce que, virgule, pour nous, une révolution ?» Qu'est-ce que pour nous une révolution? Donc pour nous, Tunisiens. Et je crois que les 4 conditions d'une révolution, on peut les résumer très rapidement de la manière suivante. Tout d'abord, il y a la protestation, mais la protestation généralisée. Il faut que la protestation atteigne un certain degré, sinon ça pourrait être une simple révolte ou une simple rébellion, n'est-ce pas? Il faut qu'elle s'étende, et surtout qu'elle touche la capitale, mais qu'elle s'étende quasiment à tout le territoire d'un pays. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, donc une protestation généralisée, ensuite un message, et les révolutions qui n'ont pas de doctrine préétablie, comme ce fut le cas de la Révolution française, élaborent leur doctrine en marchant, en quelque sorte, n'est-ce pas? Les grands slogans de la Révolution tunisienne, la dignité et la liberté, ont été inventés par le peuple des révolutionnaires, en quelque sorte. Mais une révolution doit avoir un message, et la Révolution tunisienne a eu son message. C'est ce message qui est inscrit dans le préambule, et surtout dans le paragraphe 3 du préambule de la Constitution tunisienne de 2014. La troisième condition, c'est la chute du régime. Là, nous sommes bien d'accord, que cela soit dû à un incident historique, n'est-ce pas, à une contingence historique ou à une planification, le fait est qu'il y a eu la chute du régime, et je vous dirai entre parenthèses qu'il ne sert à rien de savoir s'il y a eu complot, s'il y a eu coup d'État, il faut juger par les résultats. Les résultats sont que le régime est tombé et qu'il a été remplacé par autre chose. Et enfin, la quatrième condition pour dire qu'il y a une révolution, c'est, je dirais, la reconnaissance du message de la révolution. Une révolution n'a pas nécessairement besoin d'avoir un gouvernement révolutionnaire par la suite. Et la Tunisie n'a pas eu de gouvernement révolutionnaire. Je vous dirai à ce propos qu'elle a été dirigée par des figures de l'Ancien Régime, tout simplement par le jeu de l'ancienne Constitution, puisque le nouveau président provisoire de la République n'était autre que l'ancien président de la Chambre des députés, donc le numéro 2 du régime. Quand on me pose la question avec étonnement, n'est-ce pas, de ce fait, de ce phénomène, je dis que ça explique peut-être en partie le succès de la première période transitoire. Parce qu'en ayant ce président, il ne pouvait avoir qu'une seule attitude, c'est celle de la modestie. Et nous n'avons pas eu de problème avec lui, n'est-ce pas? Un président qui se s'est marqué comme le numéro 2 de l'Ancien Régime ne peut pas aller très loin, ne peut pas protester, sinon il est éjecté tout de suite, n'est-ce pas? Et donc, avec lui, nous n'avons jamais eu de problème. Je parle au nom de la haute instance. Des problèmes, nous en avons eu, mais pas avec lui. Et donc, voilà les 4 conditions de la révolution, c'est cela, n'est-ce pas? C'est la protestation, le message, la chute et la reconnaissance. Pour la citoyenneté, j'affirme que la Révolution a beaucoup contribué à l'émergence véritable d'une authentique citoyenneté. Car depuis l'indépendance, la citoyenneté existait, mais uniquement au niveau du droit, pas au niveau de la pratique. Et encore, même au niveau du droit, ce n'était pas une reconnaissance entière et complète. Je m'explique. Pour qu'il y ait citoyenneté, je crois qu'il faut tout d'abord avoir un État, et un État indépendant,
Ensuite, il faut avoir un sujet avec ses droits. Je parle des droits civils du sujet, de l'individu sujet, du droit. La troisième condition de la citoyenneté, c'est la primauté de l'allégeance patriotique. La primauté de l'allégeance patriotique. Et enfin, le quatrième élément de la citoyenneté, c'est la participation au pouvoir. Or, si nous reprenons cette liste, l'État, le statut de l'État, le statut du sujet, le problème de l'allégeance et la participation au pouvoir, eh bien, on va remarquer que la nationalité tunisienne existait peut-être avant la Révolution, mais pas tellement la citoyenneté. Et il y a une grande différence entre la nationalité et la citoyenneté. Je prends le premier élément, celui de l'État. L'État, depuis l'indépendance, si on veut résumer d'un trait ce qu'il fut de l'indépendance jusqu'à la Révolution, on pourrait dire que cet État avait englouti la société. Ce n'était pas seulement un tuteur, la société n'était pas seulement tenue en tutelle par l'État, et ça c'est aussi vrai du temps de Bourguiba que du temps de Ben Ali, les deux personnages ne se ressemblent absolument pas, nous sommes tout à fait d'accord. Mais la nature de l'État, la position, la situation de l'État n'avait pas beaucoup varié, c'était, comme le disait Jean Lacouture, un surpouvoir. Jean Lacouture a écrit un livre qui s'appelle « Surpouvoir et sous-développement ». C'était le surpouvoir. Autrement dit, les armes ou les outils du gouvernement étaient d'abord, premièrement, la parole unilatérale, celle de la loi, mais également la répression, et parfois la répression la plus féroce, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire ici la liste de la gamme des répressions auxquelles ont été soumises toutes les formes d'opposition, n'est-ce pas? Aussi bien sous Bourguiba, avec quand même plus d'intelligence que sous Ben Ali, où la répression est devenue un système de gouvernement. Le mensonge et la répression, un véritable système de gouvernement. Donc, ce fait que l'État engloutisse la société ne correspond pas du tout à l'idée de citoyenneté. Pour qu'il y ait citoyenneté, nous devons avoir une autonomie de la société d'abord et de l'individu ensuite. Je reprendrai cette question. La deuxième condition de la citoyenneté, c'est le sujet et ses droits. N'est-ce pas? Le sujet et ses droits. Et sur le plan juridique, il existait bien un sujet de droit tunisien, une personne juridique, l'individu tunisien. Mais cet individu, à cause du premier élément, était complètement tenu sous tutelle. Et nous allons le voir par les conséquences sur le quatrième point, c'est-à-dire sur la participation au pouvoir. Le troisième élément, c'est la primauté de l'allégeance patriotique, évidemment. Je disais à un collègue avant d'entrer qu'un citoyen, c'est lorsqu'on lui pose la question d'un danger menaçant la communauté citoyenne, eh bien, il considère d'abord la communauté citoyenne, quitte à lui donner sa propre vie, en sacrifiant, s'il le faut, ses amis, sa famille, sa religion, pour le salut de la patrie. Autrement dit, le patriotisme dans la citoyenneté est quelque chose de très très fort. Par exemple, quelqu'un qui fait passer son allégeance confessionnelle avant son allégeance citoyenne ne peut pas réellement être un citoyen. Celui qui conçoit sa vie comme la réalisation d'un projet eschatologique, comme on dit, un projet grandiose où le seul élément qui compte, c'est sa projection dans l'au-delà, ne donnera pas beaucoup d'importance à sa patrie. Et il préférera, en cas de conflit entre la patrie et l'allégeance religieuse, faire prévaloir l'allégeance religieuse. Autrement dit, je le dis souvent, le radicalisme religieux, en particulier le radicalisme religieux, conduit à une sorte d'apatridie. Et certains de nos États souffrent
de cette apatridie aujourd'hui, parce qu'ils ont une bonne partie de leur communauté, qui est à l'intérieur du cadre national, qui ne donne pas la prévalence à l'allégeance citoyenne, mais qui donne la prévalence à l'allégeance religieuse. Et enfin, le quatrième élément, c'est la participation au pouvoir. La participation au pouvoir, je n'insiste pas beaucoup, elle est fondamentale dans la citoyenneté. Un citoyen est un citoyen dans un système politique est quelqu'un qui participe au pouvoir par les deux voies d'accès au pouvoir, soit en se présentant au titre de représentant de sa communauté ou ses communautés en tant que conseiller municipal ou en tant que chef de l'État ou en tant que député, etc. etc. Donc en se présentant aux candidatures de cette instance qu'on appelle l'État et qui va diriger la société, soit en participant à leur élection ou leur désignation. Il ne peut pas y avoir de démocratie ni de citoyenneté sans la participation. D'ailleurs, je crois que la participation est l'élément clé de la citoyenneté. Aussi bien sous le régime de Bourguiba que sous le régime de Ben Ali, c'est-à-dire du temps de l'indépendance, n'est-ce pas, la période post-coloniale, je crois que la participation au pouvoir, oui, elle existait sur le papier, au niveau des décors, mais il n'y avait pas de participation, les choses étaient dictées à l'avance, on le sait, soit par les techniques habituelles du mensonge et de la falsification, soit par les techniques de l'encadrement et de la mobilisation par un parti unique ou un parti quasiment unique ou un parti dominant, etc., etc., qui participe justement à cette activité de l'État qui consiste à contrôler l'ensemble de la société. Bien entendu, cela a duré très longtemps, depuis l'indépendance jusqu'à la Révolution, et puis nous avons eu les événements révolutionnaires qui nous font passer, à mon avis, à un autre paradigme, à un autre modèle, tout à fait un autre modèle. C'est ce que je voudrais expliquer dans ce troisième élément, avant de commencer l'entretien, sur l'effet de la Révolution sur l'émergence de la citoyenneté. Bon, les événements de la Révolution, je n'y reviens pas, peut-être qu'on pourra les reprendre au cours de la discussion, mais je crois que d'abord l'événement révolutionnaire lui-même change quelque chose de très important. C'est à propos de l'idée même de révolution. L'idée de révolution, surtout de révolution populaire, l'idée de révolution populaire n'est pas acceptée par la tradition de pensée religieuse qui a dominé nos pays grâce à ce que j'appelle l'orthodoxie. Dans la conception du temps de nos ancêtres, n'est-ce pas, et de l'orthodoxie, eh bien, la révolution s'inscrit dans un segment de temps qui est un segment de temps négatif. Négatif, c'est l'expression du mal. Une révolution, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa portée, ne peut être considérée dans cette tradition de pensée que comme quelque chose qui représente le mal, quelque chose qui est maudit par le divin, qui participe à la désinstauration du monde, au trouble, n'est-ce pas, au désordre. Parce que dans la conception du temps, nous avons une conception trinitaire du temps dans la pensée religieuse classique, c'est l'instauration de l'ordre divin et naturel par Dieu, puis alors la désinstauration par le mal humain, et puis ensuite la restauration, et la restauration se fait comment? La restauration, c'est-à-dire le combat contre le mal, il se fait soit par l'intervention directe de Dieu dans l'histoire, car Dieu, pour le croyant, est toujours présent dans l'histoire et peut rétablir la justice, n'est-ce pas, en punissant les coupables, etc. Ça, c'est un paradigme biblique, n'est-ce pas? C'est Dieu qui intervient dans l'histoire de l'exil, pour punir Pharaon, pour permettre au peuple d'Israël de fuir, etc., etc. C'est l'intervention de Dieu miraculeuse qui explique l'événement, et toutes les religions
ont ce type de conception de l'histoire. Donc, une révolution, ça a toujours été vu comme l'expression du désordre, et donc quelque chose de négatif. Et beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, qui ont travaillé sur la Révolution française à la fin du XIXe siècle, étaient étonnés de la Révolution française et disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ces révolutionnaires? Qu'est-ce que c'est que ces Français qui n'ont plus de religion, qui décapitent leur roi, qui instituent des tribunaux révolutionnaires qu'en arabe ils traduisaient par mahakam fitniya, des tribunaux de la discorde. » Alors le gouvernement de Robespierre, bien entendu, c'était le gouvernement de la discorde, hukuma fitniya. Les tribunaux révolutionnaires étaient des tribunaux du désordre. Pour eux, c'était les tribunaux du désordre, puisqu'ils punissaient sans règles, avec des lois d'exception, etc., etc. Et donc l'idée de révolution était très mal vue jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est à partir du XIXe siècle, avec la pensée réformiste, notamment avec Khayreddin Besha, le Tunisien, et d'autres, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on arrive à Emin Rayhani, ou à Taha Hussein, qui écrivent sur les révolutions des pages totalement laudatives, n'est-ce pas? La révolution devient non pas le signe de la perturbation, du désordre, de la régression, mais devient au contraire le signe du progrès, du développement et du meilleur. Donc ça, c'est un premier élément. C'est un premier élément. La révolution, si vous voulez, lorsque les Tunisiens ont dit « Ash-Sha'ab yurid », le peuple veut, ce n'était pas du tout avec l'idée que le peuple allait en contresens du progrès et du bien. Au contraire, ce que le peuple veut devient l'équivalent du bien, du meilleur et du progrès. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je crois, que la Révolution a apporté, c'est que l'État n'est plus le tout dans notre société. Le statut de l'État est atteint. L'État n'est plus l'unique, le tout, n'est-ce pas, qui dirige, qui donne des ordres, qui ordonne de marcher, n'est-ce pas, qui délimite par son droit le licite et l'illicite. Il y a une conception de l'État qui a changé complètement, peut-être à l'excès d'ailleurs. Certains ne sont pas tout à fait d'accord justement et parlent d'affaiblissement de l'État. Peut-être que cela doit passer par un affaiblissement de l'État, mais en tout cas, la nouvelle, n'est-ce pas, la nouvelle donne, c'est que maintenant, l'État n'est plus le tout qu'il doit faire avec la société. Et d'ailleurs, cette idée, nous l'avons vécue au cours de la Révolution, n'est-ce pas, au cours de l'élaboration de la Constitution, puisque la Constitution elle-même s'est faite, non pas grâce à l'Assemblée nationale constituante qui représentait dans une certaine mesure l'État, mais grâce également à la société civile et aux partis qui n'étaient pas représentés à l'Assemblée nationale constituante. De telle sorte que l'idée de la participation est devenue quelque chose de plus important. Je reprendrai le problème de la participation, mais surtout, c'est que l'État n'est plus le décideur unique dans notre société. Et là, je crois que c'est un élément capital pour l'émergence de la citoyenneté. Le troisième élément, il est très important, c'est l'élément auquel j'ai consacré mon livre sur la Révolution, qui s'appelle d'ailleurs « Tunisie, une révolution en pays d'islam », c'est que nous avons réussi à reconfigurer le rapport entre l'État et la religion. Le rapport entre l'État et la religion. Sur ce plan, nous avons vécu l'expression de deux thèses antagonistes, n'est-ce pas, totalement antagonistes. La première thèse, c'est celle qu'a énoncée un représentant du parti islamiste à la première réunion de l'Assemblée nationale constituante, le 22 novembre exactement, la soirée du 22 novembre 2011, première réunion de l'Assemblée nationale, dans laquelle il a dit à la télévision, après la première réunion, l'Assemblée nationale est là pour, avec l'aide de Dieu, donner au pays une constitution islamique, pour revoir le système judiciaire, le système éducatif,
et tous nos systèmes pour que tous ces systèmes soient conformes à la loi de Dieu. C'était très mal parti. Et puis, cette tendance existe, n'est-ce pas? Et elle existe toujours. Attention, il ne faut pas le nier. Ça fait partie de notre corps social, ça fait partie d'une composante de notre système social et surtout de notre système de pensée. Une autre thèse a été opposée à cette revendication d'islamité. C'est la thèse qui dit que nous sommes un État moderne, que la Tunisie n'est pas l'Afghanistan, que nous ne voulons pas un État de religion, mais un État de droit. Et donc nous avons vu pendant un certain moment, surtout au cours des années 2012 et 2013, nous avons vu des manifestations et des contre-manifestations, les unes disant il ne peut pas, l'islam est la solution, il ne peut pas y avoir d'identité sans l'islam, la charia doit être la source de la législation, et la contre-manifestation qui répondait la Tunisie n'est pas l'Afghanistan, nous voulons un État de droit, et surtout le mot clé qui a été utilisé et qui donc continue d'être utilisé aujourd'hui en Algérie comme au Soudan, nous voulons un État civil. Et un État civil, c'est vrai qu'un État civil, c'est l'opposé de l'État militaire, mais c'est également l'opposé de l'État religieux. Donc nous ne voulons pas d'une théocratie. En tout cas, si nous n'avons pas réussi à clore définitivement le débat, à trouver une solution définitive, nous avons réussi à mettre le sujet en discussion. Et non pas en discussion verticale entre l'État et la société, mais dans une discussion horizontale entre les membres de la société elle-même. Et cela a donné une contradiction, évidemment, qui existe dans notre Constitution. C'est la contradiction entre l'article 1 et l'article 2, et entre l'article 2 et l'article 6. Je passe le détail juridique, mais dans notre Constitution, nous avons les deux tendances. Une tendance qui dit que l'État est le protecteur du sacré, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel sacré s'agit-il? Nous sommes en Tunisie. Nous savons de quel sacré il s'agit. Il ne s'agit pas de protéger le sacré de la croix. Nous allons protéger le sacré islamique, évidemment. C'est dit dans la Constitution. Ça, c'est dit dans l'article 6. Mais d'un autre côté, nous reconnaissons la liberté de conscience, quelque chose pour lequel nous nous sommes énormément battus. Et moi, en particulier, personnellement, en tout cas, j'ai participé à ce débat. Nous avons affirmé la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté pour le musulman de quitter l'islam. Donc, nous avons mis fin au système de l'apostasie. Et nous l'avons inscrit également dans l'article 2 de la Constitution, d'après lequel l'État est un État civil. Le mot a été prononcé. Mais j'avoue, n'est-ce pas, il ne faut pas être naïf, j'avoue que la Constitution tunisienne, quels que soient ses principes de progrès, de liberté, etc., contient un certain nombre de solutions contradictoires qui attendent l'avenir pour être résolues. Autrement dit, nous avons exercé une sorte de laïcité dans un contexte de renaissance religieuse. Voilà exactement ce qui se passe. Ce n'est pas paradoxal, c'est paradoxal, mais ça a été bien vu par un certain nombre d'auteurs, comme par exemple Olivier Roy et d'autres, une laïcisation dans un contexte de renaissance religieuse. On pourrait revenir à cette idée dans la discussion. Quel que soit le paradoxe de cette situation, c'est bien la situation qui prévaut. Et enfin, l'émergence de la citoyenneté grâce à cette révolution, c'est la participation active du citoyen à la vie publique. Et là, ce n'est plus du vent, ce n'est plus du droit, ce n'est plus uniquement des normes, c'est devenu un exercice quotidien, un exercice effectif, et cet exercice, nous le pratiquons de deux manières. D'abord par l'ouverture du débat public sur quasiment toutes les questions possibles et imaginables. Ça, c'est très important. La participation du citoyen à la vie de son pays se fait par la participation au débat, et encore une fois, j'insiste, au débat horizontal.
Je peux même vous affirmer, d'après ma propre expérience, que le droit constitutionnel est devenu une culture populaire, puisque au moment où l'Assemblée constituante discutait la Constitution, les gens interrogeaient « Pourquoi vous avez fait tel article? Mais il aurait fallu penser à telle chose. Comment expliquez-nous quel est le poids du Parlement dans l'article X, etc. etc. » C'était effrayant, enfin, moi je pense que ce n'était pas effrayant du tout. Je vois ça d'une manière tout à fait positive, que la culture constitutionnelle et juridique soit devenue une culture populaire. Donc nous l'exerçons, cet exercice de participation au pouvoir, grâce à la participation au débat, mais nous l'exerçons également par l'intermédiaire des élections, puisque depuis la Révolution, nous avons eu 2 élections qui n'ont pas, grosso modo, été contestées, celle de 2011, qui nous a apporté à l'Assemblée constituante une majorité islamiste, et puis les élections de 2014, présidentielles et législatives, qui nous ont donné un nouvel élément de la citoyenneté qui est extrêmement important, c'est l'alternance au pouvoir. Parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement le gouvernement de la majorité, la démocratie, c'est également le gouvernement de l'alternance. Il ne faut pas que les mêmes majorités s'installent au pouvoir pendant des durées infinies. L'alternance au pouvoir fait partie de la démocratie et donc de la citoyenneté. Je vais m'arrêter là pour pouvoir commencer l'entretien et surtout ouvrir le débat avec vous. Ce que je voulais dire pour conclure est la chose suivante. Les révolutions arabes de 2011, qu'on appelle par d'un mot que je ne comprends pas très bien, le printemps arabe, les révolutions arabes de 2011 ont fini pour la plupart d'entre elles dans le chaos, dans la guerre, dans la destruction, comme nous le voyons aujourd'hui au Yémen, en Libye, en Syrie, etc. Mais dans l'histoire, rien ne se perd. Et quand un éclat de pensée ou une révolution est écrasée sous le poids des armes, du feu, du sang et de la guerre, il ne faut pas croire que l'histoire est terminée. L'histoire rejaillit et l'histoire rebondit. Je le dis en particulier pour cet instant tunisien des révolutions, puisque c'est en Tunisie que ça a commencé, en 2010 exactement, 17 décembre 2010. Et ça s'est poursuivi, mais ça n'a pas réussi, loin de là. Mais vous voyez, je vous disais, rien ne se perd dans l'histoire. Et ce que nous voyons aujourd'hui en Algérie, moi je suis les événements de l'Algérie et du Soudan quotidiennement, quasiment heure par heure. Hein. C'est un problème qui m'intéresse énormément pour justement réfléchir à cette question fondamentale. Que sommes-nous en train de faire et qu'est en train de nous dire l'histoire? Ces chuchotements de l'histoire, comment faut-il les comprendre? Eh bien, j'ai l'impression de revivre ce que nous avons vécu en Tunisie en 2011. Les problèmes du gouvernement transitoire, l'instance qui va prendre les rênes du pouvoir, les élections, les rapports entre la religion et l'État, etc., etc. Et donc, cela pour dire que, oui, la révolution tunisienne a participé certainement à l'émergence de la citoyenneté, mais que cela ne va pas s'arrêter là. C'est quand je dis là, c'est-à-dire en Tunisie. Ça va aller ailleurs, en particulier dans le monde arabe. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie infiniment pour ce long exposé introductif et je vous propose maintenant de poursuivre en 2 temps. C'est-à-dire que nous allons avoir un petit entretien pour aller un peu au-delà des propos qui viennent d'être tenus.
pour creuser un peu des problématiques, et voilà, venez me rejoindre ici, aller un peu au-delà des problématiques de ce que c'est qu'une révolution, du rôle d'une constitution, de ce que c'est qu'une citoyenneté. On va essayer de les prendre un peu en pratique. Et ensuite, on aura un petit moment d'échange avec vous. Donc si vous avez des questions, gardez-les. On va essayer de tenir un peu moins d'une demi-heure pour vous laisser un peu le temps de parler. La première chose sur laquelle je voulais un peu rebondir, c'est, et en particulier pour prolonger la réflexion que vous avez tenue dans votre livre, enfin que vous avez, voilà, qui est ici, je ne peux pas vous le montrer, une révolution en pays d'islam ou en terre d'islam, en pays d'islam, voilà. C'est l'importance de la Constitution. Vous avez parlé de la citoyenneté, ce qui définit le cadre institutionnel, juridique de la citoyenneté, c'est une Constitution. On a vu, pour reprendre un peu votre réflexion sur la Révolution, qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier en Tunisie, c'est qu'au moment où les gens étaient dans la rue jusqu'au 14 janvier, ils ne savaient pas qu'ils faisaient une révolution. La qualification de révolution a été quelque sorte affectée a posteriori au moment du départ de Ben Ali. Là, on s'est dit, tiens, il s'est passé quelque chose qu'on peut qualifier de révolution. Et ça ouvre un cycle d'incertitude juridique en particulier, qui va durer un certain temps. Mais au passage, on peut noter la différence avec ce que font en ce moment les Algériens, où eux se disent, on est en train de faire une révolution, parce que précisément, il y a des antécédents. Mais le départ de Ben Ali ouvre tout un cycle, toute une période d'incertitude juridique, institutionnelle, et le moment où la traduction institutionnelle et politique va aboutir, c'est le moment crucial, je pense qu'à mon sens c'est un tournant, c'est celui où le 28 février à Casbah 2, quand des jeunes venus des régions sont devant le siège du Premier ministre pour demander le départ de tous les ministres qui appartenaient à l'Ancien Régime et qui essaient de trouver une traduction politique à leurs revendications, à ce moment-là adoptent le mot d'ordre de la Constitution et la perspective d'une constituante qui aboutit justement au départ de ces jeunes et quelque part la fin du cycle émeutier pour entrer dans un cycle beaucoup plus institutionnel. Il y a à ce moment-là, il me semble, une sorte de pacte qui est créé avec, on va dire, le peuple événement dont parle par exemple Rose Volant, c'est-à-dire ce peuple qui est dans la rue, qui fait l'événement, et il va devenir un peuple référent. Et à ce moment-là, ce sont les politiques et les institutions qui vont prendre le relais et qui vont se charger de transformer, de traduire cette énergie et cette revendication dans un texte dont on promet aux gens qui sont rassemblés qui va être le socle, le moyen d'accomplir leurs revendications. Et ma question, c'est dans quelle mesure le texte dont on dispose aujourd'hui, qui a été adopté signé le 27 janvier 2014, traduit réellement ces aspirations populaires. Merci beaucoup. Alors, le texte traduit l'aspiration populaire, n'est-ce pas? Je crois que la constitution tunisienne répond directement à ce qui s'est entendu dans la rue. Et les constituants, les membres de l'Assemblée nationale constituante, ont participé eux-mêmes au déroulement de l'expression de ce peuple émeutier. Beaucoup de membres de l'Assemblée nationale constituante, par exemple, s'étaient trouvés dans l'instance de la Révolution. Ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale constituante. D'ailleurs, ils ont colporté avec eux un certain nombre d'idées qu'on avait discutées au sein de la haute instance, et notamment le pacte républicain, dont on trouve plusieurs idées dans la Constitution et dans les débats de l'Assemblée nationale constituante. Donc je pense que, d'une manière générale, je peux dire que la Constitution, en tant que norme, en tant que texte de droit écrit, répond entièrement aux vœux du peuple. Mais le problème de la Révolution, c'est que la Constitution ne donne pas à manger. La Constitution ne donne pas la justice sociale. Or, la Révolution tunisienne est, si vous voulez, fondée sur deux demandes fondamentales. La première, c'est la liberté. La liberté, oui, la liberté. Mais je peux vous dire, entre parenthèses, que la liberté est très facile à obtenir dès lors qu'on fait tomber un régime dictatorial. Elle ne coûte pas très cher, la liberté. Il suffit qu'il y ait la chute du régime pour que tout change. Et nous l'avons vu, par exemple, à travers la presse en Tunisie. La presse du 14 janvier 2011 exprimait certains points de vue. La presse du 15
était totalement différente. Ça avait totalement et brusquement changé. Donc, si vous voulez, la liberté, c'est ce qui coûte le moins. En revanche, la dignité, ça c'est une autre affaire. Et ce n'est pas un problème de Constitution. La Constitution peut affirmer la dignité, et elle l'a affirmée en tant que principe. Mais pour passer dans la vie réelle, c'est une autre paire de manches, comme on dit, c'est autre chose. Alors, on creusera cette question, justement, la traduction sociale, mais j'aimerais coller un petit peu au texte, parce qu'on oui, on est familier un peu du texte, mais peut-être que tout le monde dans la salle ne le connaît pas. Il y a un certain nombre de points essentiels dans le texte lui-même, en particulier, qui consacrent un certain nombre de droits économiques et sociaux. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont, en gros, les traductions constitutionnelles des aspirations révolutionnaires? D'abord, le problème de la femme, n'est-ce pas? La Constitution a fait un énorme progrès sur le plan de l'égalité homme-femme. Et la question a été âprement discutée, parce que le parti majoritaire voulait présenter les choses autrement, parler de complémentarité, etc. Alors que les mouvements féministes et les démocrates réels voulaient qu'on écrive égalité. E accent aigu, G-A-L-I-T-E accent aigu. Que ce soit bien clair. Pas de complémentarité, pas de proportionnalité, etc., etc. Égalité. Bon, donc il y a ce problème-là. Il y a le droit au travail, il y a le droit à l'eau, il y a le droit les droits des jeunes, n'est-ce pas? Le droit au travail, ça c'est très important. Par conséquent, quasiment tous les droits économiques et sociaux qui sont reconnus, et notamment reconnus au niveau international, ont été consacrés par la Constitution. Mais encore une fois, ce que je dis, c'est que, d'accord, le droit au travail, le droit syndical, le droit à la justice sociale, à l'égalité de traitement, à l'environnement, tout cela a été dit dans la Constitution. Mais le problème, c'est que la justice n'est pas un problème de principe. C'est un problème de gestion. Est-ce que précisément dans cette traduction, comment on peut évaluer, puisqu'on a aujourd'hui un peu de recul, la performance du politique qui était chargé théoriquement de mettre en œuvre précisément ces droits? C'est-à-dire, est-ce que les dispositifs de mise en œuvre de toutes ces garanties constitutionnelles sont suffisants, ou est-ce qu'on en est aujourd'hui de la mise en œuvre même des institutions? On n'a toujours pas de cour constitutionnelle, par exemple. Voilà, comment on peut évaluer la performance du politique? Bon, sur ce plan-là, je crois que tous les gouvernements successifs qui se sont succédés en Tunisie ne sont pas arrivés à résoudre ce problème. Non seulement les problèmes sociaux et économiques n'ont pas été résolus, mais ils ont été aggravés. Ils ont été aggravés. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça crée un désenchantement, puisque les gens, n'est-ce pas, ont cru à une promesse de la Révolution qui est celle de la dignité. Or, on voit qu'il n'y a pas de dignité. La liberté seule ne donne pas la dignité. Ce qui donne la dignité, c'est qu'ai-je bu, qu'ai-je mangé et comment je me suis logé dans ma journée de vie. Voilà ce qui donne de la dignité. Et donc, il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Il n'y a pas de dignité dans le chômage. Il n'y a pas de dignité lorsque l'État n'arrive plus à assumer ces fonctions essentielles qui sont les fonctions du service public. Par exemple, le service public se dégrade en Tunisie, le système éducatif se dégrade, le système de santé publique se dégrade. De mon temps, on ne choisissait jamais d'aller dans une clinique en Tunisie, jamais. On allait à l'hôpital public et on était très bien reçus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons un système de santé à 2 vitesses. Nous avons un système éducatif à 2 vitesses, etc., etc. Par conséquent, si vous voulez que je résume d'un mot, je dirais que la Révolution a réussi à moitié, seulement à moitié. L'autre moitié de la Révolution, l'autre promesse de la Révolution, nous l'attendons toujours et je n'ai pas l'impression que dans les années à venir, ça va changer. Et je pense que, comme l'ont vu certains auteurs, nous allons avoir, pour l'avenir proche du moins, une sorte de révolution permanente, une sorte de crise avec maintien de la pression sociale sur les gouvernements qui viendront pour demander justement
l'exécution de cette promesse de la Révolution, celle de la dignité. Vous parlez même dans votre ouvrage de la persistance d'une situation révolutionnaire, en fait. Oui, absolument. Oui. Alors, je vais rebondir un peu justement sur cette question. Daniel Ashkar, qui a beaucoup étudié ce phénomène et qui dit qui parle, n'est-ce pas, de situation révolutionnaire permanente. Je voulais précisément rebondir sur cette question et aller un peu plus loin sur la question de la citoyenneté. La Tunisie vient de connaître un événement assez tragique qui fait une grosse sensation. Il y a 12 personnes qui sont décédées dans un transport agricole. Ah oui. C'est une très grosse tragédie, et en particulier en majorité des femmes. Au total, même 13, puisque je pense qu'une 13e victime est décédée. Et à cette occasion, on a constaté d'énormes, non seulement de carences de l'État, mais même de la part des gens, des victimes et des familles des victimes, plus qu'un désenchantement par rapport à l'État. On entend des choses très radicales, c'est-à-dire que je ne suis plus tunisien, je ne vais plus voter parce que les politiques nous ont trahis, j'ai rendu ma carte d'identité. Voilà. Là, on est en train de parler même plus que d'un désenchantement, on parle même d'une désaffiliation par rapport à l'État. Et vous avez évoqué tout à l'heure les allégeances supranationales, qui peuvent être par exemple les appartenances confessionnelles, mais il y a aussi les allégeances infranationales, c'est-à-dire l'appartenance aussi à ce qui peut être plus structurant, comme l'appartenance à des familles ou à des régions ou à des tribus, qui quelque part paraissent plus structurants et plus utiles dans l'exercice de sa participation, au moins à la vie économique, voire à la vie politique. Quelle est aujourd'hui, et cette question-là nous ramène à la question de savoir dans quelle mesure le droit est suffisant pour garantir une transformation sociale, et dans quelle mesure aussi la citoyenneté n'est pas menacée par plus que ce désenchantement social, ce sentiment de non-appartenance à l'État. D'abord, le droit en lui-même ne suffit pas. Une partie des questions sociales doit être résolue par l'impôt, la justice fiscale. Or, on en est très loin. On est très loin du compte. Il n'y a pas eu, depuis la Révolution, une véritable réforme fiscale. Et quand bien même il y en aurait une, nous rebondirons sur le problème de l'exécution, parce qu'il ne suffit pas de prendre une loi, il faut l'exécuter, la passer au niveau de l'exécution. Or, au niveau de l'exécution, il est évident qu'une réforme sociale dans le sens de, si vous voulez, la taxation des grandes fortunes, n'est-ce pas, la taxation, ou certains diront la surtaxation, déjà ils ne sont pas contents, des grandes fortunes, posera des problèmes. Et nous n'avons pas de gouvernement, nous avons des gouvernements libéraux, vous savez, les gouvernements que nous avons vus en Tunisie sont des gouvernements libéraux, y compris d'ailleurs les ministres qui appartiennent à la majorité, devenue aujourd'hui majorité parlementaire. Ce sont des gens qui croient au capitalisme, ce sont des gens qui croient au système de l'économie libérale, et ce n'est pas avec ce système que nous résoudrons nos crises économiques et sociales. C'est avec d'autres systèmes qu'on pourra les résoudre. Et pour l'instant, moi, ce que vous dites est très très juste. Il y a un désenchantement des Tunisiens. Remarquez, entre parenthèses, ce désenchantement, on l'avait entendu déjà depuis 2012. On l'avait déjà entendu depuis 2012, parce que les gens, bien sûr, croyant que la révolution allait leur apporter le paradis sur terre, ont été très vite déçus de constater qu'on était loin du compte. Et donc, le pays va continuer à rester sous pression. La gravité de la chose, c'est que cette pression n'est pas, si vous voulez, compensée par une stabilité de la région. La région est extrêmement instable, donc ça peut contribuer à aggraver l'instabilité de la Tunisie elle-même. On va voir ce que vont donner les élections. Moi, ce que je pense actuellement, c'est que la faille de notre système politique, c'est que nous avons des responsables politiques qui cherchent surtout à se maintenir au pouvoir, à conserver leur pouvoir ou à prendre le pouvoir, plutôt que des gouvernements en quête de véritables réformes sociales pour alléger la situation de pauvreté dans laquelle se trouvent les déshérités. Et je crois que ce problème-là est un très très lourd fardeau pour les gouvernements qui vont suivre.
J'aimerais ajouter peut-être une question par rapport à celle dont on a convenu avant de se voir. Peut-être un espace de participation et de citoyenneté qu'on a encore peu développé et peu évoqué, c'est l'espace local. Oui. On a adopté en Tunisie une décentralisation politique. Les premières élections locales ont eu lieu au mois de mai dernier. Elles ont créé un nouvel espace. Est-ce que vous avez des éléments sur la possibilité et une réflexion sur la possibilité de cet espace de structurer justement des espaces de participation? Alors malgré les nouveautés de la loi sur les collectivités locales, nous avons toujours en Tunisie de mauvaises habitudes, de très mauvaises habitudes, parce que les collectivités locales et les municipalités n'ont jamais été considérées comme des entités autonomes ayant des ressources propres. Le problème des ressources est énorme. Si l'État n'a pas de ressources, que dire des municipalités? Donc, et puis alors, ce que je voulais dire, c'est que nous avons de mauvaises habitudes, nous avons de mauvaises mentalités qui, j'espère, iront en diminuant, qui consistent à considérer que la municipalité est tout simplement un étage dans l'organisation de l'État, pas plus. Il y a certaines municipalités qui se défendent aujourd'hui. Il y a certaines municipalités qui essayent de s'affirmer, d'affirmer leur pouvoir et même de résister à la tutelle du pouvoir central. Mais encore une fois, les mentalités, on ne peut pas les changer comme par un coup de baguette magique. Il faut attendre du temps. Là, ça fait partie des grands problèmes administratifs, cela, c'est du côté de l'État que ça se pose, pour véritablement réformer le statut des collectivités territoriales. Pour l'instant, ce statut n'a pas beaucoup, malgré les élections de 2018, n'a pas beaucoup varié. Et c'est en particulier à cause du manque de ressources des collectivités locales. Ça, c'est le problème des ressources en général, c'est le problème de la richesse nationale qu'il faut savoir mieux partager, mais qu'il faut surtout savoir développer. Car au niveau de la croissance économique, encore une fois, hélas, nous sommes loin du compte. Et il n'y aura pas de véritable collectivité territoriale ni d'enrichissement de l'État, et donc une meilleure justice distributive au niveau de la fiscalité et au niveau des collectivités locales, tant que nous n'aurons pas une économie croissante. Vous venez d'évoquer l'importance aussi de l'administration, qui, après tout, est l'interlocuteur. Et il y a une sorte de tradition jacobine centralisatrice dans l'administration tunisienne, vieille tradition pour laquelle la France n'est pas étrangère. Et on sent aujourd'hui, autant au niveau des collectivités locales, mais donc de la fonction publique territoriale, que de l'administration centrale, une sorte de résistance à la mise en place de nouveaux mécanismes. On voit comment le ministère de la Justice résiste au maximum pour conférer ses compétences au Conseil supérieur de la magistrature, comment les fonctionnaires territoriaux se méfient du pouvoir des élus. Est-ce qu'on sent une évolution? Est-ce que vous sentez qu'il y a des résistances? Non, les résistances, c'est évident. Les résistances, c'est évident, n'est-ce pas? Il y a un État profond. On parle beaucoup de l'État profond, Dawla al-Amiqa, comme on dit chez nous. C'est une réalité. Bon, mais cet État profond, je pense que, aussi profond qu'il soit, n'est pas éternel. Et donc tout va dépendre de la volonté politique des nouveaux gouvernements et surtout de ceux qui sortiront des urnes pour les élections qui vont venir. On verra. Moi, je dis que ça dépend de la volonté politique. Et vous savez, quand un pays manque de volonté politique, eh bien, le peuple le lui rappelle un jour ou l'autre. Le peuple le lui rappelle un jour ou l'autre. C'est-à-dire que si l'État oublie les vrais problèmes et que les responsables s'amusent à pratiquer la politique uniquement comme enjeu de pouvoir, eh bien, il arrivera un moment où le peuple lui rappellera quelles sont ses véritables fonctions et ce qu'il doit faire pour modifier la situation en profondeur et surtout la situation économique et sociale. Vous venez de me donner un exemple de cet lamentable accident qui est arrivé et qui a fait 13 victimes, femmes en plus, paysannes. Mais je peux multiplier les exemples, n'est-ce pas, de l'émigration, n'est-ce pas? C'est un problème. Pourquoi les jeunes préfèrent-ils
en sachant d'avance quels sont les risques qu'il court, hein, en sachant d'avance quels sont les risques qu'il court, les dangers de la mer, l'accueil surtout qui n'est pas du tout assuré, comment prennent-ils la décision de quitter leur pays pour aller en fait vers l'aventure? Ils n'en savent rien, ils ne savent pas s'ils vont réussir ou périr. Mais ils le font quand même parce que ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que pour une certaine catégorie de la population, la situation est extrêmement grave et qu'il faut la prendre avec le plus grand sérieux. Donc nos gouvernements disent qu'ils connaissent la situation, qu'ils la prennent au sérieux, mais on ne les voit pas agir. Ils sont occupés par autre chose, ils sont occupés par des conflits internes, ils sont occupés par des conflits de chapelle, ils sont occupés par des divisions et des regroupements de coalitions, par un jeu parlementaire qui est quasiment sans vie en Tunisie, malgré la... On voit beaucoup d'agitation, hein. On voit beaucoup d'agitation, beaucoup de discours, parfois des prises de main, etc. Ça s'agite énormément, mais ça s'agite pour faire quoi? Nous avons, par exemple, je vous donne un seul exemple qui me revient comme ça, le projet de loi sur l'égalité successorale homme-femme qui a été présenté par le gouvernement. Combien de mois dort-il dans les tiroirs de l'Assemblée? Il n'est même pas sorti de la commission, il est encore en commission. Donc voilà, on voit beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, beaucoup de discours, de disputes, ce qui est un caractère de la démocratie, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu dans le vide. Et c'est là que je dis que tout dépend de la volonté politique. Si on avait un gouvernement réellement patriotique et sérieux, je pense qu'il évoquerait la question comme nous venons de l'évoquer pour pouvoir s'atteler à la résolution des tâches les plus urgentes, qui sont des questions d'urgence existentielle, disons, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'urgence existentielle. Le problème de l'eau, le problème de la hausse des prix, n'est-ce pas, etc. Voilà. Très bien. Bon, on vient de faire un petit tour d'horizon finalement un petit peu alarmant quelque part sur la faiblesse de la mise en œuvre des dimensions économiques et sociales, sur la coupure entre la classe politique et la population. On pourrait ajouter aussi une forme de rétrécissement de la base électorale, même du processus politique. On le voit d'élection en élection, la participation électorale diminue. On voit que l'émergence de la citoyenneté, finalement, est quand même un processus assez long et la responsabilité là-dedans des politiques est importante. Maintenant, après ce petit tour d'horizon, je vais vous donner la parole. Donc, je pense qu'il doit y avoir des micros dans la salle. Donc, voilà, Sophie Bessis, bien sûr. Qui d'autre souhaite prendre la parole? Bon, pour l'instant, j'ai vu qu'une seule main se lever. Donc, au premier rang. Voilà, au deuxième rang, ici. Merci. Par rapport à cette question de la croissance, effectivement, quand Riyad Ben Achour dit sans croissance, on ne peut pas redistribuer, c'est l'éternelle métaphore du gâteau. Pour augmenter la part du gâteau, il faut augmenter le gâteau. Mais moi, je crois que alors, il y a cette question de la croissance et cette question des choix de politique économique qui sont des choix libéraux aujourd'hui en Tunisie, dans la mesure où l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des forces politiques sont ultra-libérales, y compris effectivement le parti Ennahda. Tous les partis de l'islam politique dans le monde arabe sont des partis économiquement libéraux. Mais le problème, si l'on veut changer le paradigme, à mon sens, et répondre à la demande sociale des populations, c'est pas seulement accroître la croissance, c'est changer les contenus de la croissance. Et c'est absolument fondamental, parce qu'on peut faire une croissance extrêmement importante, certains pays le font, qui ne profitent pas à la population. Donc, ce sont les contenus de la croissance pour faire une croissance, selon un mot très à la mode, mais je l'emploie quand même plus inclusive, une croissance qui respecte la Tunisie étant dans un état de détresse environnementale. On peut commencer par la question de l'eau qui a été évoquée. Et donc, la question des contours de la croissance est aussi importante, sinon davantage que le chiffre de la croissance elle-même. On sait très bien qu'en matière économique, le PNB en soi ne veut plus dire grand-chose. On bouche un trou avec une machine et on rebouche le trou avec une machine, ça fait augmenter le PNB. Ça, c'est l'image que l'on... Non, moi, je vous laisse... Je suis tout à fait...
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sophie Bessis. Effectivement, il faut changer de paradigme peut-être, mais quelles sont les forces qui vont soutenir cela? C'est que nos politiques, pour une très grande majorité d'entre eux, sont des libéraux. Ils ne pensent pas du tout à changer de paradigme. Et donc voilà, moi je pense que vous avez raison, il y a quelque chose de fondamental à changer, et je ne vois pas qui pourrait le faire. La croissance ne suffit pas à elle seule, mais les élections également ne suffisent pas à elles seules, parce qu'il y a de très fortes chances pour qu'elles nous redonnent des majorités libérales au sens socio-économique du terme. Mais comme je vous le dis, le peuple reviendra, le peuple n'abandonnera pas. Ce qu'on entend aujourd'hui, vous venez de le rappeler, n'est-ce pas, ce désenchantement, ces gens qui disent nous allons déchirer nos cartes d'identité ou nos passeports, bien sûr c'est des symboles très forts, mais ça exprime quand même quelque chose de très très profond, un désenchantement très, très profond. Alors je pense que la démocratie toute seule, la démocratie libérale à laquelle je crois, différence fondamentale entre la démocratie libérale et l'économie libérale, on peut très bien avoir une démocratie libérale avec une économie non libérale, en tout cas pas de type capitaliste. Il faudrait peut-être, alors, si on va plus loin que Sophie Bessis, on dirait qu'il faut changer de paradigme économique, mais peut-être également de paradigme démocratique. Peut-être. C'est à discuter. Alors là, vous nous mettez l'eau à la bouche, parce que quand vous parlez d'un autre paradigme démocratique, on voit effectivement que... Mais écoutez, on peut quand même faire du socialisme non stalinien dans ce monde. Sur la face de cette terre, on peut pratiquer le socialisme sans être Staline. Le malheur du socialisme, c'est qu'il a été exercé ou mis en œuvre par des dictatures, comme en Chine, en Union soviétique, en Europe centrale et orientale, etc., etc. Mais moi, je pense que le socialisme reviendra, en tout cas dans nos pays, mais certainement sous une autre forme que celle du marxisme. Il faudra inventer quelque chose. Alors là, j'aimerais peut-être creuser un peu une question qu'on n'a pas abordée jusqu'à présent, c'est la trajectoire historique qui mène à ce modèle économique. Parce que finalement, on parle souvent en Tunisie de cette fracture territoriale entre les régions du littoral et les régions intérieures. Et cette situation n'est pas nouvelle, elle a des raisons historiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce schéma? Disons que le régionalisme ou même le tribalisme n'est pas nouveau en Tunisie, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui fait partie de l'histoire en Tunisie. Les contestations du pouvoir bellical sont souvent venues des tribus, mais pas seulement du littoral. Pas du tout du littoral, au contraire. Alors, cette politique, justement, je crois que c'est un fruit de l'indépendance. C'est un fruit de l'État indépendant sous Bourguiba, mais qui a été maintenu également sous Ben Ali. Alors, à part quelques réformettes comme ça, qui consistent à aller inaugurer une usine d'alpha ou de briques, je ne sais pas où dans le pays, il se fait que on s'est concentré sur le développement du littoral, du nord-est, en oubliant justement le reste du pays. Et ça, nous sommes en train de vivre les conséquences de cette situation aujourd'hui. Et donc le clivage est un clivage également régional qui est dû à la mauvaise gestion des régions territoriales dans notre pays. Alors que c'est un tout petit pays, n'est-ce pas? C'est un tout petit pays. La Tunisie est un
la dimension d'un quelque chose qui ressemblerait plutôt à un département qu'à un État. Mais même avec cette exiguïté du territoire tunisien, regardons par exemple par rapport à l'Algérie ou par rapport à la Libye, eh bien, on a d'énormes difficultés à équilibrer le développement régional, qui fait pourtant partie d'une disposition constitutionnelle. Vous voyez que le droit ne suffit pas. L'équilibre régional est inscrit dans la Constitution, et on sait bien de quoi il s'agit. Plus que l'équilibre, la discrimination positive. Oui, absolument. Et absolument, on a inscrit également l'idée de discrimination positive, mais voilà, le droit n'est pas... Cette fabrication, pardon, j'ai prolongé un peu la question et je prends la vôtre ensuite. Cette fabrication n'a pas qu'une des raisons intérieures, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi dû à la façon dont la Tunisie s'est insérée dans l'espace méditerranéen et dans sa relation avec l'extérieur. C'est-à-dire que quelque part aussi, vous avez évoqué la politique depuis l'indépendance, mais je pense que les raisons sont plus anciennes, et en particulier, on voit bien comment le commerce avec l'Europe a aussi concentrer les richesses sur la façade maritime. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur cette situation géopolitique particulière de la Tunisie? Vous venez de répondre vous-même à votre question. C'est que le commerce international et les relations entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée créent elles-mêmes du déséquilibre. C'est ce que vous venez de dire. Donc je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ce propos. Encore une fois, il faut une politique de restructuration du développement lui-même. Et donc il n'y a pas que le paradigme de la croissance économique qui doit être revu. Et tous les paradigmes, notamment de la structure territoriale de notre pays, des politiques de développement. Comment si vous voulez, diriger les politiques de développement et vers où? Je pense que vous le savez, mais le dernier plan d'aménagement du territoire en Tunisie, vous savez qu'il date de 1996. Oui, oui. Voilà, depuis, on n'a pas eu de réflexion. Je sais. Il y avait... Alors, je suis désolé, je ne vois pas très bien la salle. Oui, parce qu'on est aveuglé, là. On est aveuglé. Bonsoir. Alors, il y aura ensuite une question de Kmar Bendana. Voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour l'exposé de la situation tunisienne. Et alors, c'est plus une réflexion. Je me demandais, vous avez évoqué ce désenchantement suite à la révolution tunisienne, peut-être une désillusion. Cette désillusion vient certainement, comme vous l'avez évoqué, du paradigme démocratique en lui-même qui semble dépasser en fait les frontières tunisiennes. En ce moment, on se rend compte bien en France avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, qui reflète bien cette crise de la représentation. Alors, je voulais savoir, vous parliez d'un potentiel socialisme qui pourrait revenir sous une autre forme. Et quelle solution? Parce que moi, je me demande vraiment, en fait, je pense que la démocratie, aujourd'hui, c'est plus la solution. Et c'est triste à dire, on recherche une participation citoyenne, mais au final, nos représentants ne représentent plus et représentent plus les citoyens. Est-ce qu'il faudrait... Oui. Comme par exemple les monarchies. En fait, on se rend compte quand même au Moyen-Orient, en tout cas, si on l'étend du Maroc à l'Afghanistan, que ce sont les monarchies qui, jusqu'à aujourd'hui, ont fonctionné le mieux par rapport aux républiques. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. On s'est battu. Non, on s'est battu. La Tunisie s'est battue pour la démocratie. Mais est-ce que aujourd'hui, étant donné la professionnalisation des politiques, est-ce que c'est une solution? D'accord. Je vais prolonger un tout petit peu la question. C'est vrai que la Tunisie arrive dans le modèle de la démocratie représentative au moment où il commence à montrer ses signes d'essoufflement dans les pays qu'il exporte. Oui, oui, absolument. Oui. D'abord, ne disons jamais que la démocratie n'est pas... c'est-à-dire qu'on pourrait s'en débarrasser, qu'on pourrait faire sans la démocratie. Ça, c'est un mot qu'il ne faut jamais dire. Vous avez l'air d'être jeune, mais je vous le dis pour que vous ne redisiez pas les mêmes mots à l'avenir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette démocratie, nous n'en saisissons le sens, la portée, l'utilité que lorsque on en est privé. Et c'est curieux que dans l'histoire du monde, l'humanité ait la mémoire si courte
Bien sûr, quand il y a des déflagrations mondiales comme la Deuxième Guerre mondiale, alors tout le monde se met à être démocratique, on chante les droits de l'homme, etc., etc. Et puis, une soixantaine d'années après, ou 70 ans exactement après, nous commençons à dire « Ah oui, la démocratie ne sert à rien, la démocratie est inutile, la démocratie ne résout pas les problèmes, regardez les gilets jaunes, ils contestent la démocratie, etc., etc. » Non, il y a une certaine forme de démocratie qui est contestée. C'est la démocratie dans sa forme représentative, dans sa forme parlementaire, et surtout dans son ignorance des problèmes sociaux, des problèmes économiques et sociaux. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas la démocratie occidentale, ce n'est pas la démocratie telle qu'elle est exercée aux États-Unis ou même en France, ou partout dans les États dits démocratiques, même en Suède, etc. La démocratie, c'est quelque chose, c'est un idéal. Vous voyez, c'est un idéal qui ne peut pas avoir de réalisation concrète. On essaie de s'en rapprocher. On essaie de s'en rapprocher au maximum. On n'y arrivera jamais, c'est évident. On n'y arrivera jamais. Parce qu'un idéal est là justement pour ne jamais être atteint, mais pour que les hommes cherchent à s'en rapprocher de plus en plus. Et la démocratie, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas remettre la démocratie comme ça globalement. Il faut dire, la démocratie actuellement en France ne marche pas tellement bien, puisque les gilets jaunes sont dans la rue et qu'ils contestent la représentation, la mauvaise représentation. Là, oui, je suis d'accord avec vous. Ce que les gilets jaunes contestent aujourd'hui, c'est une forme de démocratie qui est loin de représenter l'idéal. Et c'est contre cela qu'ils protestent. Et donc, ils sont, grâce d'ailleurs au système dans lequel ils agissent, ils sont en train d'introduire une contestation démocratique au sein d'un pays qui est lui-même démocratique. Parce que n'oubliez pas une chose, s'il vous plaît, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, dans un autre pays, je ne sais pas quel résultat il aurait donné. Les Soudanais ont commencé leur révolution le 19 décembre 2018. 19 décembre 2018. Et le mouvement se poursuit encore. Il y a eu plus de 50 morts, il y a eu plus de des milliers de blessés. Et donc, faisons quand même attention, n'est-ce pas? Contester une certaine forme de démocratie est une chose, contester la démocratie est une autre chose. Vous pouvez très bien dire, par exemple, que la démocratie athénienne n'était pas une démocratie puisque la moitié de la population était exclue, que les femmes étaient exclues. Vous pouvez dire que la démocratie américaine n'est pas une démocratie pour très multiples raisons, notamment le décalage énorme entre les fortunes. Et vous pouvez le dire à toute forme de démocratie, mais pas au principe démocratique. Parce que ce principe démocratique, nous ne pouvons en évaluer la portée, l'utilité et le bienfait que lorsque on en est privé. Donc, ceci étant dit, je n'ai jamais dit que la Tunisie avait adopté un bon système de démocratie. La preuve, c'est que ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'il y a des problèmes. Je dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons réussi une moitié de la démocratie qui est son aspect politique, la liberté. Je n'ai jamais dit qu'on avait réussi l'aspect économique et social dont on est en train de parler. D'ailleurs, je crois que j'ai très peu évoqué la question dans mon intervention. Donc voilà, moi je pense que oui, il faut réformer les démocraties, il faut se rapprocher le plus en plus des grands principes de la démocratie qui sont la dignité, la liberté, la participation. Qu'est-ce que j'ai dit? La dignité, la liberté, l'égalité et la participation. Ce sont les 4 principes de la démocratie. Il faut s'en rapprocher le plus en plus. Il y a certains pays dans le monde qui s'en rapprochent énormément. Il y en a d'autres qui se prétendent démocratiques, mais qui sont très très loin de l'idéal démocratique. Et par conséquent, voilà, la démocratie, si vous voulez, sa vertu,
c'est de pouvoir se corriger elle-même de l'intérieur. Je crois que les Gilets jaunes sont en train de faire ça. C'est une contestation démocratique à l'intérieur de la démocratie. Alors s'ils arrivent à faire bouger les lignes, ben c'est très bien. Je dis que le système démocratique est en train de se réformer de l'intérieur. Voilà. Mais faisons attention quand même. Hein. Ne disons pas la démocratie comme ça, d'une manière générale, n'est pas bonne pour l'humanité. Je crois que c'est le meilleur régime pour l'humanité et je serais beaucoup plus radical que Winston Churchill qui disait « c'est le moins mauvais ce système ». Moi, je dis « c'est le meilleur des systèmes ». Et venez me prouver le contraire. Bien. Merci. Moi, c'est pour un développement, mais pour rester au niveau politique de cette démocratie en construction en Tunisie et pour dire aussi quand même sur le plan de l'émergence de la citoyenneté, mais c'est une demande de développement ou de commentaire, sur le plan de l'émergence de la citoyenneté, on voit bien la responsabilité de nos politiques aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, pour dicter quelque chose comme la Cour constitutionnelle, qui est une obligation aujourd'hui par le texte constitutionnel, dire pas besoin d'arriver à l'économique, nos politiques aujourd'hui sont en déficit d'application d'une loi de la Constitution qui doit avoir une Cour constitutionnelle et d'empêcher, d'une certaine manière, une des voies d'émergence ou d'illustration de cette citoyenneté en construction. Question au milieu, s'il vous plaît. Voilà. Un seul micro suffira. Oui. Alors bonjour, merci beaucoup. Et je voulais un petit peu récapituler pour finir sur une question. Parce que donc là, on s'en sort avec que la démocratie ne fonctionne pas bien. Ça veut dire que la révolution n'est qu'à moitié réussie parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique. Bon. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va devoir attendre un gouvernement qui ait la volonté politique nécessaire? Je pense à quelque chose. J'ai pensé à quelque chose pendant votre développement, parce que vous avez parlé des conditions de la citoyenneté, qui sont donc il y a la participation, et avant cela, vous avez parlé des conditions de la révolution, dont celle que le message est reconnu. Or, d'après tout ce qui s'est dit après, le message n'est pas reconnu, en tout cas, il n'a pas été écouté. Reconnu, ça veut dire écouter, qu'on y répond. Je voudrais poser donc, sans trop de développement, une question très directe. Est-ce que vous pensez que on aurait dû faire, ou est-ce qu'on pourrait déjà, dorénavant, imaginer une amélioration de la structure du pouvoir actuel, de la démocratie actuelle, qu'on l'améliore, pour que ce message soit entendu, écouté, qu'on y réponde. Comment ça pourrait se faire par le droit, bien sûr, parce que est-ce qu'on aurait pu faire, par exemple, imaginer un système plus participatif plutôt que strictement représentatif, et parce que du coup on se retrouve dans une impasse. Les gens élus finalement s'avèrent être en majorité des affairistes, des gens qui cherchent le pouvoir, etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de plus élargi comme représentativité ou plus participatif? Je ne sais pas comment en fait, mais ça se fait par le droit, par le pouvoir local, etc. Et plus précisément, du coup, ça me rappelle qu'au début, il y avait eu comment ça s'appelait, un parlement régional ou quelque chose comme ça qui allait avoir, qui allait exister. Qu'est-ce que ça a un rapport avec ça? Et voilà, vous avez compris ma question? Oui. Voilà, merci. Mais je vous remercie. D'abord, vous savez, la volonté politique, il n'y a pas de gouvernement au monde dont la volonté politique, comme ça, descende du ciel ou d'une inspiration quelconque. La volonté politique, on l'impose au gouvernement. C'est les peuples qui l'imposent au gouvernement. Puisque vous parlez tout à l'heure des Gilets jaunes,
vous êtes bien placé ici en France pour l'observer. Le gouvernement fait des concessions importantes, des réformes fiscales, les annonces, mais les gens ne sont toujours pas contents, ne rentrent pas chez eux parce qu'ils trouvent que c'est insuffisant, que ça ne remet pas substantiellement en cause les politiques pratiquées, qui sont des politiques injustes vis-à-vis de certaines catégories de la population. Mais en Tunisie, c'est la même chose. La volonté de politique des gouvernements successifs, nous la créerons en lui imposant certaines choses. Je pense que s'ils ne le comprennent pas, nous allons assister à une, comment dire, je ne dirais pas à une deuxième révolution, mais à un maintien de la pression populaire sur les gouvernements pour que cela change. Maintenant, sur le plan territorial, vous savez, encore une fois, moi je dis souvent que les Tunisiens pensent comme s'ils étaient la Chine. Alors, c'est un pays très très facile à gérer sur le plan territorial, mais enfin, c'est un pays de 11 millions d'habitants. L'Inde et la Chine gèrent des populations de plus d'1,5 milliard d'habitants. Ça ne doit pas être très très compliqué à faire. Alors, ce que nous avons inventé dans la Constitution, ces conseils régionaux, les municipalités, puis les districts, etc. C'est trop compliqué pour les pays. Moi, je ne pense pas qu'une décentralisation supplémentaire en Tunisie servirait à quelque chose. Peut-être que ça servirait à introduire un peu plus de chaos. Le pays est exigu et le problème n'est pas dans la structure territoriale. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Tunisie, les citoyens ont tellement souffert de la centralisation depuis l'indépendance, qu'ils sont allés vers l'autre extrémité. Ils se sont retrouvés dans l'autre extrémité, c'est-à-dire à défendre une décentralisation qui ne peut pas tenir dans un pays comme la Tunisie, avec une structure territoriale extrêmement exiguë. Donc je ne pense pas que ça tienne tellement à la structure territoriale. En revanche, l'aménagement du territoire, c'est autre chose. Là, il y a un déficit au niveau de l'aménagement du territoire, dont M. Brézillon parlait tout à l'heure. Oui, mais je ne pense pas que ce soit un problème de structure administrative ou même de représentation. Vous savez, moi, je doute de tout ça. Alors, voilà, pour la volonté politique, je vous dis, elle ne s'invente pas, elle s'impose au gouvernement. Est-ce que... Bon, c'est vrai que la volonté politique est un peu freinée par notre structure constitutionnelle actuelle, qui a le tort de diviser l'exécutif, mais en divisant l'exécutif, je crois qu'on est allé trop loin. Là, moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais déconseillé au moment où on discutait de la constitution tunisienne. Je me souviens que l'Assemblée avait organisé un colloque sur l'organisation de l'exécutif, et je leur avais formellement déconseillé de briser l'unité de l'exécutif. Mais voilà, donc c'est ce que je peux dire. La volonté politique, il faudra qu'elle advienne par la pression du peuple. Voilà. Bien. Est-ce que... Voilà. J'avais une dernière question, malgré tout, une curiosité. Moi qui ai encore une question dans la... Pardon, je suis désolé, hein, je ne vois pas du tout la salle. Voilà, pardon, donc une dernière question. Oui, merci, vraiment, tout ce que vous m'avez appris. Ce qui me frappe, c'est quand vous avez changé de position, donc quand vous êtes parti de la table, où on avait vraiment l'éminent juriste, analyste, vraiment remarquable, je n'ai pas arrêté de prendre des notes, et puis vous avez dit en préambule que vous n'aviez jamais souhaité vous inscrire dans la politique, politicienne, dans un parti, etc. etc. Puis là, maintenant, vous avez changé de place, et puis vous avez parlé de paradigme démocratique, vous avez parlé de socialisme. Vous prenez des positions extrêmement concrètes, étayées, fondées. Vous envisagez la possibilité, si les choses ne vont pas dans le sens d'une reconnaissance par les pouvoirs représentatifs de la volonté du peuple, d'une deuxième révolution. Vous affirmez très clairement que ça peut se passer, que le peuple peut revenir. Vous établissez manifestement une analyse un rapport entre ce que vous dites et entre ce que vous considérez comme injuste. Et donc, en fait, je me dis, non, pas forcément que faites de la politique, mais est-ce que ce type de prise de position, aussi éminente que la vôtre, vu votre histoire dans le mouvement juridique et juriste, enfin bref, en Tunisie,
comment il pourrait faire écho? Parce que quand on vous entend, on se dit que ça peut faire écho. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, question très naïve, hein, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui pouvaient à un moment donné, et pas au sens de l'homme providentiel, on n'en est pas là, mais j'ai été frappé, simplement, voilà, il y avait quelqu'un qui devenait, vous n'étiez pas citoyen, vous étiez citoyen à la table, mais là, alors vous êtes un hyper-citoyen quand vous êtes assis là, voilà. Non mais c'est sérieux comme question. Non, oui, c'est sérieux comme question, je sais bien, mais je ne sais pas si l'interprétation est bonne. La question est bonne, mais votre interprétation, je ne sais pas. Vous savez, est-ce qu'on peut dissocier vraiment les questions juridiques, les questions académiques des questions politiques? Moi, j'ai répondu à des questions, là. Et tout à l'heure, j'étais derrière mon bureau, et j'avais préparé quelques notes, et je vous parlais d'une manière unilatérale. Mais maintenant, je réponds à des questions. Les questions que je n'avais pas envisagées dans mon papier. Moi, je ne voulais pas faire très long. On m'avait donné plus de temps que je n'en ai pris, mais j'ai décidé de raccourcir mon temps à 30 minutes maximum. J'espère que je ne les ai pas trop dépassés. Donc je ne pouvais pas parler de tous les problèmes. Mais si j'avais eu ce temps, j'en aurais parlé. Et donc j'aurais parlé de tous ces problèmes-là sans changer de place. C'est pour vous dire que ces questions de droit, de constitution, de démocratie, de citoyenneté, est-ce qu'on peut vraiment en parler sans avoir une perspective politique? Je ne crois pas. Et par conséquent, là, je crois que mon changement de place, de position n'a pas du tout changé la nature de ma pensée, qui reste une pensée juridique, bien sûr. Je suis un juriste. Mais un juriste qui ne peut pas être indifférent aux questions politiques. Si je n'avais pas cela dans ma pensée, j'aurais été un juriste organique au service de la dictature sous Ben Ali. C'est peut-être cette jonction du droit et de la politique qui m'a permis, tout en restant juriste, tout en restant professeur, tout en ne sortant pas de mon statut académique, de participer. Je ne dis pas que j'ai été un héros, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu affaire, quand j'étais à la haute instance, j'ai eu affaire à des gens, le plus gentil d'entre eux avait fait 10 ans de prison et a été torturé. Sophie Bessy-Sella, elle était membre de l'instance de la Révolution, elle peut vous le dire. Il y avait des personnalités nationales, il y avait beaucoup de gens dans cette instance, mais tout en gardant, si vous voulez, le statut de juriste et d'académicien qui vous permet d'acquérir une certaine liberté, on ne peut pas ignorer, même de cette position-là, on ne peut pas ignorer les questions politiques. Donc ce que j'ai dit sur le socialisme, ce que j'ai dit sur la justice sociale, sur le changement de paradigme, etc., fait partie de ma discipline, fait partie de mon statut. C'était un peu une provocation, même si je pense que c'est concret. Je ne disais pas qu'il fallait que vous deveniez un homme politique. Dieu merci. Mais je voulais juste savoir, parce qu'il faut avoir des postures comme la vôtre, et vous l'avez parfaitement bien exprimé en réponse à ma question, mais est-ce que ce que vous dites, ce que vous mettez en perspective, puisque vous dites que les partis actuels ou que les représentants actuels n'ont pas une posture satisfaisante, est-ce que ce courant intellectuel, alors voilà, maintenant y est-on plus clair, ce courant intellectuel, cette philosophie qui peut se mettre en acte, est-ce que d'autres que vous, dans des discussions à la fois concrètes et peut-être plus élargies, peuvent la porter? Voilà. Je peux répondre si vous voulez, parce que oui, voilà, oui. Voilà, je suis c'est de... en observateur. Non, parce que... mais... non, mais oui, vous, voilà, pouvez, en fait, vous pouvez, mais j'ai quelque chose à vous dire. Je voudrais apporter un éclairage pour répondre à votre question, c'est que l'espace politique, l'espace public de l'exercice du pouvoir est vraiment saturé par les problèmes de partage du pouvoir, de tractation, de manœuvre. Voilà. Et les paroles critiques, je vous assure, il y en a beaucoup, mais elles ont un peu du mal à passer la rampe, c'est-à-dire à passer la rampe de la visibilité médiatique, de la visibilité politique. Voilà, je vous donne un point de vue d'observateur, alors je laisse... D'accord. Maintenant, vous savez, quand j'étais à la tête de la haute instance, j'étais en plein dans la politique, n'est-ce pas? Dans la politique au sens strict du terme. Mais ça ne m'a pas empêché de conserver mon statut d'académicien,
l'autonomie de pensée, etc., etc. Alors, pour répondre à votre question avec précision, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Le problème, c'est de se mobiliser. Le problème, c'est de se mobiliser. La faiblesse des démocrates, et surtout des intellectuels dans notre pays, c'est qu'ils ont de bonnes idées, mais ne savent pas se mobiliser politiquement. On ne peut pas modifier les choses en restant dans sa tour d'ivoire. C'est impossible. Il faut une mobilisation. Par exemple, je ne vois pas en Tunisie des partis laïques qui défendent la laïcité au sens strict du terme, parce que je pense qu'une démocratie ne peut pas aller sans laïcité. Alors on nous voit avec la laïcité, bien entendu, il faut avoir des électeurs, il faut jouer sur les voix. Alors on ne dit jamais laïcité, on dit oui, dans les mosquées, ne faites pas de politique partisane, etc. Des choses comme ça, on contourne. Pourquoi en Tunisie pourquoi on ne créerait pas un parti politique véritablement démocratique et laïque? Pourquoi? Eh bien parce que les intellectuels qui partagent ces points de vue n'ont pas la force de mobilisation qu'ont certains partis, et surtout les partis religieux, qui, eux, alors, se mobilisent sur le plan de l'organisation politique, se mobilisent énormément et utilisent tous les moyens à leur disposition. Je crois qu'il y a un déficit de mobilisation politique à notre niveau. Donc, quand vous me dites est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres, certainement, mais d'autres qui réfléchissent comme ça, dans leur coin, comme moi d'ailleurs, comme moi, sans se mobiliser politiquement, c'est-à-dire concrètement, sans créer d'organismes politiques comme des partis politiques qui défendent ces idées. J'aimerais conclure par une question pour qu'il nous ouvre un peu une petite perspective. Ce que nous avons décrit, c'est-à-dire le désenchantement, voire la désaffiliation, le sentiment d'un délitement de l'autorité de l'État, la faiblesse de la réalisation de certains objectifs, le sentiment de perte d'autorité de l'État, crée en Tunisie, et ce qui fait écho à d'autres discours qu'on entend par ailleurs, à une tentation à l'appel à l'homme fort, à l'État fort. Est-ce que vous sentez ce danger-là en Tunisie, d'autant qu'il y a une géopolitique qui pousse plutôt dans ce sens-là? Oui, alors là, c'est le terrible danger qui guette le pays, c'est le retour de l'homme fort. On sait malheureusement que certaines révolutions ont été de véritables révolutions, c'est-à-dire sont revenues à l'homme fort. On contestait l'homme fort pour revenir à l'homme fort. Cas de l'Égypte, par exemple. Mais cas les Duvalier, où la révolution haïtienne a été un peu un retour à la case départ. Alors là, ça serait une tragédie. Je ne l'exclus pas. Hein, je ne l'exclus pas. Je suis assez réaliste pour dire que c'est possible. Et que on l'entend, ce discours. On l'entend. Aujourd'hui, en Tunisie, on l'entend. Eh bien, moi, je dis que, encore une fois, les gens ont la mémoire courte. Je ne l'espère pas pour mon pays, du plus profond de mon cœur, je ne l'espère pas, parce que je sais que tous ceux qui demandent actuellement le retour de l'homme fort, lorsque l'homme fort reviendra véritablement, eh bien, ils s'en mordront les doigts. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'ils seront victimes. Parce qu'ils seront victimes. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie infiniment. J'espère que cet entretien vous a apporté, vous a enrichi. En tout cas, merci et bonne fin de soirée.